Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 26 juin 2026. Et notre cher ami, le professeur Steve Hanke, est avec nous. Ravi de te retrouver, Steve. Ravi d'être avec vous, Nima. Avec grand plaisir. Alors, commençons par ce qui se passe autour des négociations, les discussions, le deuxième round de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, en Suisse. Et puis la façon dont vous voyez la situation aux États-Unis. J.D. Vance a fait, je crois, 4 ou 5 podcasts. Il est allé sur différentes plateformes pour essayer de vendre le protocole d'accord au public américain. Il disait le protocole est formidable, on fait ci, on fait ça. Mais en réalité, ce protocole ne veut pas dire grand-chose. C'est plutôt un document préparatoire, une manière de poser les bases d'une désescalade. Et la question des avoirs iraniens gelés faisait partie des points principaux. J.D. Vance a expliqué qu'ils allaient acheter beaucoup de soja, de maïs, de blé aux États-Unis et que ça permettrait de payer les agriculteurs américains. Et voici ce que Donald Trump a déclaré hier à propos de sa vision de l'ISAN et du marché. Pour les exportations américaines et partout dans le monde, nous ouvrons de nouveaux marchés pour les agriculteurs. Et il y en a un nouveau marché qui arrive, qu'on appelle le charmant pays d'Iran. C'est un très bel endroit. Est-ce que quelqu'un voudrait y aller? La République islamique d'Iran traverse une période difficile sur le plan alimentaire et nous allons prendre une partie de leur argent, nous allons le dépenser et nous allons acheter du blé, du soja et du maïs en grande quantité. Ce processus va démarrer très bientôt et ça va être assez important. Je pense même que ça va être très important. Je me souviens qu'avant le début de cette guerre, l'un des principaux sujets de discussion entre les deux camps, c'était justement ça. On avait eu 2 séries de négociations avant que toute cette folie ne commence. Et à ce moment-là, il parlait du fait que si les États-Unis voulaient investir en Iran, ils devaient le prouver, montrer qu'ils étaient vraiment prêts à le faire. Et aujourd'hui, Donald Trump en parle à nouveau. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'investissement. Il s'agit des avoirs iraniens gelés qui seraient utilisés pour acheter des produits américains. Le président du Parlement iranien a d'ailleurs déclaré que c'était totalement faux, qu'il n'allait pas faire ça. Oui. Alors, c'est très difficile en général de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de contradictions entre Washington et Téhéran. Washington dit une chose, souvent pour la communication, et les Iraniens, eux, expliquent très clairement la situation, d'ailleurs, dans leurs conférences de presse. Ce sont des gens très précis, donc ils disent exactement où en sont les choses. Il faut se rappeler que Trump, lui, c'est un communicant, un vrai spécialiste du spin. Si quelque chose est noir et qu'il veut le faire passer pour blanc, il dira que c'est blanc. Voilà pour le contexte. Maintenant, parlons de cette question agricole. D'abord, Trump dit qu'ils ouvrent les marchés. Non, en réalité, il les ferme. Trump, c'est un homme des tarifs douaniers. Il est en train de refermer le commerce international. Il veut empêcher la concurrence étrangère d'entrer sur le marché américain. Hier encore, il a fermé le marché aux véhicules électriques fabriqués en Chine. Il a imposé une interdiction. Donc il ferme les marchés. Maintenant, la question agricole est intéressante, parce qu'il y a évidemment un grand bloc d'électeurs qui votent habituellement républicains, et eux, ils sont très opposés à la guerre israélo-américaine en Iran, d'abord, et à toutes ses dépenses. Ils sont aussi très opposés aux sanctions, aux restrictions, aux tarifs douaniers et aux menaces que les États-Unis ont imposées à la Chine. Parce que le plus grand importateur de produits agricoles américains, c'est la Chine. Mais la Chine a énormément réduit ses achats. Et donc les agriculteurs sont très mécontents de ça, avant tout. Et d'ailleurs, je suis bien au courant de cette situation.
And by the way, I know about this. I'm a farm boy from Iowa. I grew up in Iowa. Je suis un gars de la campagne, je viens de Iowa, j'ai grandi là-bas. C'est là, comme on dit, que pousse le maïs le plus haut des États-Unis. C'est vraiment le cœur de tout ce qui touche à l'agriculture. Et je peux vous dire que même les partisans de Trump, les vrais du mouvement MAGA que je connais en Iowa, s'en détournent. Ils en ont assez de Trump. Pourtant, c'était de grands soutiens. Ils ont voté pour lui à chaque élection. Ils avaient des pancartes devant chez eux, « Votez Trump » et tout le reste. Donc, on parle ici de gens vraiment ancrés dans le camp MAGA. Mais voilà, ça arrive. Ceux que je connais sont très riches. Ils possèdent d'immenses exploitations agricoles, et ainsi de suite. Vous voyez très bien de qui je parle, au Brésil. Vous connaissez le profil, la mentalité. C'est la même chose. Alors, ce que Trump raconte, c'est du vent. Il est en train de fermer les marchés américains. Ça, c'est le premier point. Et j'en ai la preuve d'ailleurs depuis hier. Il a bloqué l'importation de véhicules électriques venant de Chine. C'est une grosse affaire, et franchement, une très mauvaise affaire. Et maintenant, si on parle d'agriculture, pourquoi ce sujet est-il aussi sensible? Parce que les premiers États à voter dans les primaires, vous savez où ça commence. En Iowa, c'est le tout premier. Et on dirait que les républicains y perdent pas mal de soutien, parce qu'en ce moment, les agriculteurs sont vraiment dans une situation difficile. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ne s'en sortent pas du tout. Donc ça, c'est un élément de contexte. Et maintenant, il commence à associer ses interventions commerciales précises et ses sanctions à Trump. Alors laissez-moi vous donner un peu d'histoire pour que vous puissiez faire le lien. Je vais vous parler de ce que j'appelle l'effet afghan. Cet effet afghan, il est lié à tout ça. Et je vais vous raconter l'histoire. En 1979, l'Union soviétique a bien sûr envahi l'Afghanistan. Le président, à l'époque, c'était Jimmy Carter. Et son conseiller à la sécurité nationale, c'était Brzezinski, un homme très connu, Brzezinski. D'ailleurs, il était professeur à l'université Johns Hopkins, là où j'enseigne moi aussi. Mais Brzezinski, dès le départ, il était totalement anti-soviétique. Alors, ils ont imposé une interdiction d'exportation sur les produits agricoles destinés à l'Union soviétique. C'était leur réaction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, les Soviétiques ont conclu un très bon accord avec votre voisin du Sud, l'Argentine. Et cet accord était même meilleur que celui qu'ils avaient avec les États-Unis. Du coup, ils ont remplacé les importations agricoles américaines par celles de l'Argentine. Et à cause de ça, bien sûr, il y a eu ce qu'on a appelé l'effet afghan. Ça a provoqué un énorme boom économique en Argentine et en Uruguay, parce qu'une grande partie de l'argent argentin s'est retrouvée en Uruguay. Le développement de certaines plages et d'autres projets en Uruguay, tout ça s'est produit à ce moment-là, juste après 1979. Et sur le plan géopolitique, qui dirigeait l'Argentine à ce moment-là? Les ennemis des États-Unis, les ennemis de Carter. Il leur a fait un beau cadeau en décidant ce stupide blocage des exportations agricoles américaines vers l'Union soviétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'élection? Souvenez-vous, on avait une élection en 1980. Et qui a été élu en 1980? C'est Ronald Reagan. Pourquoi Carter a-t-il perdu? Parce que le premier État où il y a eu des élections, c'était lequel? L'Iowa, et les agriculteurs de l'Iowa. Donc tout ça, c'est très important politiquement pour comprendre comment le système fonctionne, et ainsi de suite. C'est pour ça que Trump parle maintenant des exportations agricoles. Et c'est aussi pour ça que les Iraniens, qui sont malins et intelligents comme les Chinois, savent très bien ce qu'il fait. Et ils réagissent en disant « Non, on n'achète pas ». Yeah.
Vous savez, je pense que l'un des principaux problèmes entre l'Iran et les États-Unis en ce moment, c'est le détroit d'Ormuz. On a vu Marco Rubio se rendre dans le Golfe Persique, pour discuter avec des responsables bahreïnis, koweïtiens et aussi avec les Émirats arabes unis. Ce qu'il essaie de faire, apparemment, c'est lié à la situation du détroit d'Ormuz. Ils savent que la réalité a un peu changé, mais ils cherchent à agir différemment sur le plan politique dans la région. En gros, à créer une forme de division entre les deux camps ou à exercer une pression sur Oman, qui subit déjà une pression énorme depuis la deuxième rencontre, le deuxième sommet en Suisse, entre l'Iran et les États-Unis. Parce que les délégations iraniennes, une fois rentrées chez elles, sont allées tout de suite à Oman. Et là, ils ont publié une déclaration disant que l'Iran et Oman allaient, vous savez, faire payer des frais à quiconque voudrait passer par le détroit d'Ormuz. Ensuite, on a entendu des rumeurs selon lesquelles un responsable omanais aurait dit qu'il ne ferait payer personne pour le passage des pétroliers et tout ça. Et aujourd'hui, Bloomberg a rapporté que le gouvernement omanais aurait dit aux Européens qu'il n'y aurait pas de retour au statu quo d'avant-guerre dans le détroit d'Ormuz. Donc, il faudra payer. Il y a des frais à régler pour passer par le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'a rapporté Bloomberg. Et juste avant d'arriver en direct, ces dernières heures, on a vu certaines unités iraniennes des gardiens de la Révolution contrôler le détroit d'Ormuz. Certains pétroliers qui tentaient de le traverser n'empruntaient pas les routes désignées par les gardiens et ils ont été touchés par des drones. Les tirs se poursuivent actuellement dans le détroit d'Ormuz et d'une certaine manière, les deux camps sont en train de s'évaluer et de se réajuster. Alors, concernant le détroit d'Ormuz, selon vous, en tenant compte des aspects économiques et des conséquences de ce qui s'y passe, quelle est votre analyse? Comment voyez-vous la position de l'Iran? Comment percevez-vous celle des pays du Conseil de coopération du Golfe? Et comment voyez-vous les États-Unis tenter de gérer ce détroit qui est si crucial pour l'économie de la région? Alors, premièrement, c'est un cas typique où la géographie domine. Il faut garder les choses simples. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les Iraniens ont maintenant montré et prouvé qu'ils représentent une menace crédible pour le contrôle. Donc, ils contrôleront, justement parce qu'ils sont une menace crédible. Ils peuvent tout arrêter quand ils le veulent, et maintenant tout le monde le sait. Avant la guerre, ce n'était pas le cas d'ailleurs. Il faut toujours garder ça en tête. Ce qu'ils racontent maintenant, ce qu'ils essayent de vendre, c'est « Oh Trump, c'est formidable, on rouvre, on rouvre ». Oh, Trump, it's great. We're opening. Well, even on good days, the passage through... Eh bien, même les bons jours, le passage par le détroit, quand il est censé être ouvert ces derniers jours, le 24, donc il y a 2 jours, il n'y avait que 53% du trafic habituel, celui d'avant la guerre. Et pourtant, ils essayent de faire croire que c'est un grand succès. Même dans le meilleur des cas, c'est à peine la moitié du trafic. Ça, c'est le premier point. Mais sur le long terme, ce qu'il faut voir, c'est que la géographie domine. Les Iraniens auront le contrôle, parce qu'ils ont montré, disons-le comme ça, qu'ils représentent une menace crédible et qu'ils peuvent tout bloquer quand ils le décident. Donc, ils auront le contrôle. Et à propos des drones aujourd'hui, il y avait un navire qui essayait, je crois, d'accoster ou de faire quelque chose, je ne suis pas sûr, quelque part aux Émirats arabes unis. Qu'est-ce que c'était à dire? Donc Trump... Dubai. So Trump put out on Truth Social right away. He said that was a fool. Il a tout de suite publié ça sur Truth Social. Il a dit que c'était une décision stupide. Mais il faut remettre ça dans son contexte. Israël viole le mémorandum d'accord tous les jours au Liban. Et Trump, lui, il ne dit jamais rien. Il ne bougera pas le petit doigt. Il ne va rien dire.
C'est pour ça que toute cette situation est très délicate et qu'il est très difficile de prévoir ce qui se passe vraiment. Si vous me demandez ce que j'en pense, honnêtement, je n'en sais rien. Et personne ne sait. Même quand on parle de Rubio, que vous avez mentionné, Rubio est complètement perdu. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. D'ailleurs, il passe son temps à aller de réunion en réunion, il regarde ses mails, il regarde ses messages, c'est comme ça qu'il s'informe et qu'il essaye de comprendre la situation. Je suis sûr que si vous lui donniez un petit quiz sur l'Iran, la liste des questions auxquelles il pourrait répondre de façon fiable serait proche de zéro. Ces types-là avancent complètement à l'aveugle. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Alors c'est un peu différent. C'est un peu comme quand les États-Unis traitent avec la Chine. Quand les Américains négocient avec les Chinois, ils ont en face d'eux de vrais experts, des gens extrêmement compétents qui dirigent les discussions. Et les Iraniens, eux, essaient de nous faire croire que oui, ils ont éliminé beaucoup d'Iraniens. C'est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont décapité une bonne partie de leurs élites. Mais ils oublient qu'il reste beaucoup d'Iraniens très intelligents. Ce sont des gens instruits qui comprennent parfaitement la situation. Et ceux qui participent aux négociations, croyez-moi, ils n'ont pas besoin qu'on leur envoie un message pour leur expliquer ce qui est A et ce qui est B. Ils le savent déjà. Donc à ce niveau-là, la qualité des gens de part et d'autre est un peu différente. C'est asymétrique et c'est exactement la même chose avec la Chine. D'ailleurs, c'est aussi le cas avec la Russie. L'idée qu'ils envoient quelques seconds couteaux venus de Russie pour négocier, franchement, quand ils envoient Lavrov et son équipe, croyez-moi, ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà pour la première remarque. La deuxième, c'est ce que j'appelle l'effet afghan. Si on regarde du côté de la Chine, tout ça, il faut vraiment observer l'ensemble, comprendre comment le monde fonctionne. Et là, l'effet afghan joue à plein. Prenez le Brésil, par exemple, qui a profité du moment où les États-Unis ont imposé des droits de douane, menacé la Chine, et que la Chine a répliqué en cessant d'acheter des produits agricoles américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tournés vers le Brésil. L'effet afghan, ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire que si quelque chose se passe dans un petit pays comme l'Afghanistan et que vous pensez que ça n'a aucune importance, non, ça se répercute partout. Il y a toutes sortes d'ondes, d'effets, avec toutes ces petites choses qui se produisent. Et quand on parle d'économie, c'est exactement ça. Alors, les États-Unis ont menacé la Chine. Ils ont imposé des droits de douane. La Chine sait très bien ce qui se passe. C'est un énorme acheteur de soja, surtout, mais aussi de porc. Mais vraiment, un très gros acheteur de soja. Immédiatement, ils ont passé des accords avec qui? Un grand producteur de soja. Le Brésil. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, parlons des inspecteurs. Ça fait partie de la confrontation en cours parce que les États-Unis communiquent là-dessus et ils disent « Ah, les inspecteurs retournent massivement en Iran. » Et donc, encore une fois, c'est un exemple clair. Avant que Trump ne déchire l'accord d'Obama, les inspecteurs allaient sur place. Aujourd'hui, il essaie de faire croire qu'il a remporté une grande victoire. Non. En réalité, il essaie juste de réparer ce qu'il a lui-même détruit. Exactement. Et maintenant, parlons un peu des inspecteurs. Du point de vue iranien, je serais très méfiant à leur égard. Parce que comment les Iraniens ou les Israéliens ont-ils pu connaître les noms et les adresses de tous les principaux physiciens iraniens qui ont été assassinés? Ce qui circule, la rumeur en tout cas, c'est que probablement les inspecteurs de l'ONU auraient eu quelque chose à voir avec ça. Alors, si on se place du point de vue iranien, est-ce que vous allez vraiment ouvrir la porte d'entrée et laisser entrer
tout un groupe d'inspecteurs, dont vous pensez au fond que ce sont eux qui ont donné les noms, les grades, les numéros de série, les adresses et tout le reste aux Israéliens qui ont fait quoi? Ils les ont assassinés. Donc c'est une situation très complexe dans laquelle on se trouve. Vous m'avez demandé au début ce que je pensais du protocole d'accord. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est bien plus compliqué que le message simpliste et franchement offensant que Trump a publié sur Truth Social. Ils ont un vrai problème. La rhétorique ne correspond presque jamais à la réalité. Tout ça, c'est du discours politique, de la communication de campagne, des pressions, des manœuvres et tout ce qui va avec. Pensez-vous qu'on ait aussi, aux États-Unis, une situation intérieure de ce type qui fait partie du jeu et qui représente une grande part de ce qui se passe dans la politique étrangère américaine? C'est lié à ce qui se passe à l'intérieur du pays, à la stratégie de l'administration Trump. On le sait, ils approchent des élections de mi-mandat en novembre et décembre, et puis il y a l'élection présidentielle de 2028, à laquelle J.D. Vance semble vraiment vouloir se présenter. Il essaie de rallier tous ceux qui ont voté pour Donald Trump, en allant sur les podcasts de ceux qui se sont un peu éloignés du mouvement MAGA, du mouvement Trump, comme Tucker Carlson. From the Trump movement, and like Tucker Carlson, like Megyn Kelly, he went. Tu vois, Megyn Kelly, il est allé dans son émission, et ces gens-là étaient totalement opposés à la guerre au Moyen-Orient. Il disait, qu'est-ce qu'on y gagne, nous? Qu'est-ce que les États-Unis ont à y gagner? Comment on profite de cette nouvelle guerre sans fin, dont on avait déjà parlé avant? Il avait déjà dit qu'il critiquait la guerre en Irak, comme il l'a répété. L'un de ses arguments, à l'époque, contre Hillary Clinton et aussi contre Jeb Bush, c'était de marteler « J'ai dit que j'étais contre la guerre en Irak ». Et maintenant, il est engagé dans une guerre active contre l'Iran. Quand on regarde les résultats, je pense que c'est, sur le plan stratégique, une énorme défaite pour son administration. Mais il essaye, comme tu l'as dit, d'arranger les choses pour que le public perçoive la réalité autrement, à sa manière. Mais selon vous, on a deux camps au Liban. Par exemple, le cas du Liban est vraiment crucial. C'est pour ça que l'Iran l'a mis dans la première clause du protocole d'accord. Il s'agit de mettre fin aux hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban. Et d'après les sources israéliennes, il semblerait que l'administration Trump leur mette la pression. À votre avis, avec le temps, quelle efficacité cela peut-il avoir? On a l'agenda des élections de mi-mandat, puis celui de 2028. J.D. Vance ne veut pas se retrouver piégé au Moyen-Orient. Ou peut-être qu'après les élections de mi-mandat, certains pensent que les États-Unis pourraient replonger dans la guerre. Et on voit bien que les Israéliens, eux, ne veulent pas du tout que les États-Unis quittent la région. Ils veulent que les Américains restent là pour les protéger indéfiniment. Eh bien, tout d'abord, le public israélien adhère complètement à l'idée du Grand Israël. Et si vous adoptez ce concept, si c'est votre credo, votre modèle, alors voilà, vous serez en guerre pour toujours. Et on ne peut pas se le permettre quand on est un petit pays comme Israël. Il faut être financé, recevoir du renseignement, du soutien et tout le reste de la part des États-Unis. Donc, quoi que fassent les États-Unis, tant qu'ils ne coupent pas complètement leurs liens avec Israël, ça ne changera rien. Rien ne changera. Il faudrait couper l'aide étrangère, qui est énorme, l'aide militaire aussi, qui est énorme. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Tout le reste, toute la rhétorique, et ce que dit J.D. Vance, c'est à peu près sans importance. Je pense qu'ils le considèrent comme un acteur assez insignifiant dans tout ça, pour être franc. Et il y a ici une sorte de jeu du bon flic et du mauvais flic, comme on dit. Mais tout ça ne change pas grand-chose, tant que l'argent n'est pas coupé, et que l'aide militaire ne l'est pas non plus.
Après tout, il y a un projet de loi qui circule au Congrès et qui intégrerait l'armée israélienne à l'armée américaine, la rendant en quelque sorte partie intégrante de l'armée des États-Unis. On ne sait pas encore si ce texte verra vraiment le jour, mais il figure bien dans un projet de loi en discussion. Voilà où on en est. Et franchement, je ne pense pas que toute la rhétorique critique venant de Washington à propos d'Israël ait la moindre importance. Israël contrôle la situation et le lobby israélien la contrôle aussi. Ce qui a changé d'ailleurs, et là-dessus, il n'y a aucun doute, c'est l'opinion publique, surtout chez les jeunes électeurs. Elle a beaucoup évolué. Avant, ils soutenaient totalement l'alliance avec Israël. Aujourd'hui, beaucoup s'en sont détachés et ce n'est plus aussi important. Donc oui, les choses changent, mais on est encore très loin, vraiment très loin, de ce que j'appellerais un point de bascule où les États-Unis couperaient réellement les ponts, autrement dit, une ligne rouge, si on ne respecte pas le protocole d'accord. Alors ce protocole, qu'est-ce qu'il dit à propos du Liban? C'est parfaitement clair, sans aucune ambiguïté. Israël doit s'arrêter et Israël doit se retirer du Liban. Non, ça n'arrivera pas. C'est ma prédiction. Et la seule façon pour que ça arrive, ce serait que les États-Unis décident que le Liban est une ligne rouge. C'est écrit dans le protocole d'accord. Et si Israël ne se retire pas, s'il ne quitte pas le Liban, alors l'argent sera coupé. Si ça se produit, parce qu'Israël, le projet du Grand Israël, ne peut pas avancer sans l'argent, l'armée et les services de renseignement américains, eh bien, c'est impossible. Israël n'a pas les effectifs, il n'a pas les moyens, il n'a pas la population, et ainsi de suite. Donc toute cette idée, qui est d'ailleurs soutenue même par la faction anti-Netanyahou dans la politique israélienne, ils y adhèrent tous au Grand Israël. Et d'une certaine manière, les gens ne comprennent pas bien. Ils entendent des discours anti-Netanyahou venant d'Israël, mais si on creuse un peu, on se rend compte qu'ils soutiennent tous ce qu'il fait. Les critiques viennent surtout du fait qu'il n'a pas réussi. Ils en veulent plus, pas moins. D'ailleurs, pourquoi pensez-vous que le Hezbollah existe? C'est une création d'Israël. Il y a 44 ans, Israël a créé le Hezbollah. Ils ont fourni la justification et tout ce qu'il fallait pour la formation d'un mouvement de résistance. Ils l'ont littéralement servi sur un plateau. Et d'après ce que j'ai entendu dans des interviews avec des gens dont les villages ont été détruits dans le sud du Liban, je pense que le mouvement de résistance sera plus fort à l'avenir, pas plus faible. Et on verra plus ou moins la même chose que ce qui se passe à Gaza. Vous croyez que ces gens vont être amicaux avec leurs occupants? Pas du tout. Ils les détestent. Je pense que la complexité, dans le cas du Liban, tu as raison, c'est qu'on en arrive finalement à une nouvelle confrontation entre l'Iran et Israël. On a l'impression qu'on se dirige vers ce moment-là. Et je ne sais pas, comment tu vois la réaction des États-Unis? Imaginons qu'Israël poursuive l'occupation dans le sud du Liban et que les attaques continuent au fil du temps. On sait que ce type, Netanyahou, il est très malin et qu'il manipule tout, aux États-Unis comme dans la région, mais surtout aux États-Unis, ce qui est crucial. En gros, il a ignoré tous les pays autour d'Israël et il mise uniquement sur les États-Unis. Tu vois, le truc, c'est que... Vous avez Netanyahou qui fait de la manipulation, mais la décision, elle, vient du président des États-Unis. On peut dire, oui, Netanyahou est très malin, très intelligent. D'accord, c'est une thèse. Mais quand c'est le président des États-Unis qui prend les décisions, dans une situation aussi transparente, où chaque jour, on sait presque quelle voiture a explosé, quel assassinat a eu lieu au Liban, tout ça est public.
Alors il faut bien se dire que si le président des États-Unis ne dit rien, ne fait rien, c'est qu'il est stupide. Donc franchement, je ne pense pas que Netanyahou soit si intelligent que ça. I don't think Netanyahu is that smart, by the way. I think the forces of the lobby. Je pense qu'il ne faut pas oublier la force du lobby et de l'argent qui achète les Américains. Qu'est-ce que le lobby, au fond? Le lobby, c'est l'argent. Aux États-Unis, on achète les politiciens, comme malheureusement dans la plupart des démocraties aujourd'hui, on achète des marchandises. Ils sont achetés et revendus. C'est ça que fait le lobby. Il les achète et il les revend. Pourquoi, à votre avis, le Congrès américain continue-t-il de soutenir même ce qui est clairement un génocide à Gaza? Tout le monde emploie ce mot maintenant, ou presque. Pourquoi, selon vous, le Congrès ferme-t-il les yeux? La plupart d'entre eux ne soutiennent pas vraiment ça. Ils ferment simplement les yeux. Et c'est la même chose au Liban. Ils détournent le regard. C'est évident. Toi et moi, on peut voir ces vidéos tous les jours, que ce soit au Liban ou à Gaza. Même si, il faut le dire, les Israéliens ont une censure extrêmement puissante. Aucun journaliste occidental n'a le droit d'être à Gaza. N'oublions pas que quand on reçoit des reportages de Gaza, en réalité, ils parlent tous depuis Jérusalem ou Tel Aviv. Ils ne sont pas sur place. Et les journalistes, surtout les correspondants étrangers d'Al Jazeera, qu'est-ce qui leur arrive? Ils se font assassiner. Les seuls qui sont vraiment sur le terrain, les Israéliens, les éliminent systématiquement. Mais malgré tout ça, malgré les informations limitées et filtrées qu'on reçoit de Gaza, on a quand même une assez bonne idée de ce qui s'y passe. Et le Congrès américain, lui, ferme les yeux. Il ne dit presque rien. Il est presque impossible de voir un politicien américain à la télévision parler de ce qui se passe à Gaza. Ou alors, quand ils le font, ils commencent toujours par dire l'organisation terroriste Hamas. Ils commencent par ça. Et ils ne diront pas Hezbollah en expliquant qui a créé le Hezbollah. Non, ils diront l'organisation terroriste Hezbollah. Donc tout est très différent, et ainsi de suite. Dans la presse occidentale, il y a toujours une énorme mise en scène, une manière de présenter les choses. Mais si un village est bombardé et détruit dans le sud du Liban, c'est filmé, c'est sur les vidéos. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qui se passe, non? Tout le monde le voit, mais personne n'en parle. Et c'est le premier point du protocole d'accord. Je n'ai pas le texte sous les yeux en ce moment. Oui, je l'ai bien écrit, je l'ai, mais le texte est très clair là-dessus. Israël arrête de bombarder et il se retire. Les deux. Les deux. C'est très clair. Et ça fait partie de l'accord. Quand on écoute certaines vidéos sur YouTube, on entend des gens dans des podcasts débattre. Est-ce que c'est vraiment dans l'accord? Est-ce que c'est couvert? Et ils continuent à se disputer. Ils disent, l'Iran dit que oui, mais les États-Unis disent que non. Non, non, c'est dedans, noir sur blanc. Et le Liban, d'ailleurs, sera l'épicentre. Le détroit, c'est une chose. On en a parlé, c'est évidemment très important. Et les alliés du Golfe, c'est très important aussi. Il y a toutes sortes d'éléments cruciaux. Mais la seule chose qui, à mon avis, compte vraiment, c'est le Liban. Parce que le Liban en fait partie. La Syrie aussi, à mon avis, surtout avec la chute d'Assad et la manière dont la Turquie s'implique là-bas. D'une certaine façon, tout ça met beaucoup de pression sur les Israéliens. C'est pour ça qu'en Israël, on parle déjà de la Turquie comme de la prochaine cible. On dit « Allons-y, après avoir écrasé et détruit l'Iran, on s'en prendra à la Turquie ». Vous avez mentionné la section 224, qui parle en gros de fusionner les deux armées, l'américaine et l'israélienne. Mais il y a aussi la section 662, qui parle cette fois du renseignement, des deux services de renseignement qui se rapprochent.
And you've mentioned that's the recipe for disaster. That's the recipe for what's going on for these endless wars, Israeli endless wars. The intelligence and military of the United States being used as a tool for Israel in the region. That is what's going on, officially happening. The two resolution, they have two sections right now. If I'm not mistaken, the section 662 was introduced by Tom Cotton. And we have so L'administration Trump donnait en quelque sorte l'illusion que nous sommes sortis du Moyen-Orient. Et de l'autre, on voit qu'en réalité, ils sont en train de fusionner officiellement les deux. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, et même des choses contradictoires, qui se passent en ce moment. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, les États-Unis ont officiellement déposé une plainte affirmant que des agents du renseignement israélien et du Mossad étaient infiltrés au sein du département de la Défense et de la Maison-Blanche, écoutant les négociations entre les Iraniens et les Américains. Donc il y a vraiment toutes sortes de choses étranges. Si on regarde tout ça de près, on voit qu'il y a énormément de contradictions. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand on a commencé l'émission et que vous m'avez demandé ce que je pensais qu'il allait se passer, eh bien, c'est très difficile à dire. Franchement, toute personne qui prétend savoir clairement ce qui va arriver, à mon avis, se trompe et ne joue pas franc jeu. La seule chose générale que je pense pouvoir prédire avec une certaine précision, c'est ce que je vous ai dit à propos du Grand Israël. Si vous partez de là et que vous supposez que ça restera en place à l'avenir, vous pouvez en déduire à peu près le scénario de ce qui va se passer. Pas les détails, bien sûr, ni les événements, ni rien de tout ça, mais vous savez que ça crée un mélange assez explosif. Rien ne va vraiment changer. Vous avez mentionné la Turquie, et je pense qu'après la guerre, il y aura deux grandes puissances au Moyen-Orient. La Turquie et ce qu'on appelait autrefois la Perse. D'ailleurs, je préfère dire la Perse, personnellement. Mais enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, ou la République islamique et tout ça, au fond, c'est toujours la Perse. Cette culture n'a jamais vraiment disparu. Et ça existe depuis un moment déjà. Donc si on a ces deux puissances dans la région et qu'on ajoute le concept du Grand Israël, une autre idée très influente, on commence à comprendre ce qui se passe. Et là, on parle de Netanyahou. Une autre figure politique, c'est Naftali Bennett. Et Bennett a clairement déclaré que la Turquie était la prochaine cible sur la liste. Donc on ne parle pas, toi et moi, de choses théoriques ici. On parle de faits. D'ailleurs, Bennett a été Premier ministre, rappelons-le. Donc ce sont des éléments bien réels. Peut-être que ce n'est pas une priorité immédiate, mais c'est clairement dans un coin de la tête, la Turquie, je veux dire. Alors, si tu veux comprendre pourquoi Erdogan fait certaines déclarations, pourquoi il prend certaines décisions, eh bien, tu as déjà une bonne idée. Je pense que une partie de ce qui se passe entre les deux camps, je ne sais pas si vous avez entendu Scott Besson en parler, c'est que l'Iran est obligé, parce que s'il veut vendre ou exporter du pétrole ou du gaz, il doit tenir compte du dollar américain pour ses échanges, pour ses exportations. Mais du côté iranien, on ne voit rien de ce genre. Ils ne veulent pas être autant dépendants, soumis à la pression, à la domination du dollar. Parce que le dollar a été l'un des facteurs majeurs. D'ailleurs, avant d'en arriver là, on parlait justement de l'inflation en Iran. Et on sait que depuis la révolution en Iran, ils subissent une pression énorme, avec des sanctions très lourdes imposées par l'Occident. En gros, les États-Unis et les Européens, ensemble avec les États-Unis. Du coup, ils n'ont pas pu utiliser le dollar américain pour commercer, acheter des médicaments. Bref, beaucoup de difficultés quand on regarde l'économie iranienne
et tout ce qui s'est passé. Et récemment, comme si l'administration Trump avait découvert quelque chose de nouveau en Iran, l'hyperinflation, le pays va être détruit, et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, malgré la situation actuelle de l'économie iranienne, ils mènent d'immenses projets. L'un d'eux, c'est le corridor nord-sud, entre la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, et qui va jusqu'à l'Inde. Et l'autre projet, c'est entre l'Iran et la Chine. Il part d'Iran, passe par l'Afghanistan, puis arrive en Chine. Deux projets importants. Et il y a aussi bien sûr l'initiative des nouvelles routes de la soie. Ils construisent de nouvelles plateformes, de nouvelles installations pétrolières. Tout ça fait partie de l'économie iranienne. Parce que d'une certaine manière, cette économie est devenue autosuffisante. Ils essaient de produire à l'intérieur du pays pour ne pas dépendre autant de l'économie mondiale. Mais malgré tout, ils subissent cette inflation. Et je sais que vous comprenez très bien ce qui s'est passé avec l'économie iranienne et cette inflation qu'ils connaissent depuis si longtemps. Quelle est votre analyse, Steve? Oui. Alors, juste une chose. C'est comme ça que les choses sont rapportées en Occident d'ailleurs. La semaine dernière, ils ont terminé un énorme rapport sur la modernisation, la mise à niveau d'une plateforme gazière. Mais ça, personne n'en parle. Donc l'idée que Trump veut faire passer, c'est qu'il a écrasé l'économie, qu'il a écrasé la marine, qu'il a écrasé l'armée de l'air, bref, que tout est détruit et qu'il a gagné la guerre. C'est ça le récit. Mais en réalité, les choses dont tu parles continuent. L'inflation, elle, reste un vrai problème, un problème de fond. D'une certaine façon, c'est un peu comme le problème endémique en Turquie. La Turquie connaît les mêmes taux d'inflation très élevés, pas aussi élevés que ceux de l'Iran, cela dit. Je suis d'ailleurs le seul à mesurer avec précision l'inflation en Iran, puisqu'elle n'est pas publiée. Moi, je la publie tous les jours. Je peux la mesurer chaque jour. En ce moment, elle est à 100% par an. Et soit dit en passant, ce n'est même pas proche d'une hyperinflation. S'ils étaient en hyperinflation, le taux annuel serait un peu au-dessus de 12 000%. Là, on est à 100% par an. Elle était montée à environ 126 ou 127%, puis elle est redescendue à environ 75% il y a une semaine ou 10 jours. It was up to about 126 or 27%, and then came down to about 75% about a week ago or 10 days ago. Now it's crept. Maintenant, c'est remonté à environ 100%. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, cette inflation. Alors, ce que j'ai recommandé. Et d'ailleurs, le Parlement à Téhéran a un service de recherche. Il y a quelques années, ce service a demandé à traduire un de mes livres en farsi et à le publier. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Il est disponible en ligne. Si quelqu'un lit le farsi, il peut aller le consulter, publié par je ne me souviens plus du nom exact du Parlement, le nom local. Je ne me rappelle plus comment il l'appelle, mais tout le monde sait ce qu'est un Parlement, et ils en ont un en Iran. C'est là que vous le trouverez. Alors, qu'est-ce que j'y ai recommandé? Le nom du Parlement en Iran? Oui, on l'appelle le Majlis. Oui, exactement. C'est ça, tout à fait. J'étais en contact avec le chef de la recherche et ils ont fait un excellent travail. J'ai tout fait vérifier. Et qu'est-ce que j'ai recommandé? J'ai recommandé qu'ils adoptent le même type de système que j'ai mis en place en 1997 en Bulgarie, un système de caisse d'émission. Ce système émet une monnaie locale, et cette monnaie est garantie à 100% par une devise de référence. Elle est échangée à un taux fixe avec cette devise. Donc la monnaie locale, le rial, serait équivalente à la thalage. Maintenant, Quel ancrage est-ce que j'ai recommandé? J'ai recommandé l'or.
Et la raison, c'est d'abord que les Iraniens ou les Perses aiment l'or, premièrement. Et deuxièmement, l'or n'est pas une dette émise par un État souverain. Il n'est lié ni aux États-Unis ni à l'Europe. Il n'est rattaché à aucun pays. Donc, il est neutre. Dans ce sens-là, c'est quelque chose que le régime pourrait accepter, parce qu'il n'adopterait pas un ancrage basé sur l'euro, le dollar américain, le rouble russe, le yuan chinois ou une autre monnaie. Voilà ce que j'ai recommandé. Et je l'ai proposé dans plusieurs publications que j'ai faites, que l'Iran, la Russie et la Turquie fassent tous la même chose. En gros, qu'ils forment une sorte de bloc de l'or. So they basically kind of have a gold block. So you'd have a gold-backed ruble and a Donc, gold-backed lira. on aurait un rouble adossé à l'or et une lire adossée à l'or en Turquie. L'inflation en Turquie, d'ailleurs, tourne autour de 32% par an. C'est pas aussi élevé que, évidemment, les 100% en Iran, mais c'est élevé et ça dure depuis longtemps. C'est le plus gros problème économique d'Erdogan, d'ailleurs, cette inflation en Turquie. Bref, c'est ce que j'ai recommandé. Alors, temporairement, comment l'Iran a-t-il contourné le dollar? Ils utilisent le yuan chinois ou les crypto-monnaies. L'un ou l'autre, les crypto-monnaies ou le yuan chinois. J'ai entendu Besson, d'ailleurs, en parler. J'ai écouté l'interview dont vous parliez. Et il disait, eh bien, on leur donne la liberté de vendre leur pétrole à qui ils veulent, mais ils le vendront en dollars. C'est ce qu'il a dit. Alors, d'une certaine façon, ça vient un peu indirectement de moi, parce que, et ça a été rapporté dans le Financial Times, je conseille le gouvernement américain sur la manière de promouvoir l'usage du dollar, son usage international. Et l'une des façons d'y parvenir, c'est tout simplement de dollariser un pays, comme on l'a fait en Équateur. J'ai participé à ce processus. En 2000, on a supprimé la monnaie locale, le sucre, et on l'a remplacé par le dollar américain en Équateur. Donc ça, c'est une première méthode. L'autre, c'est le système de caisse d'émission, où le pays garde une monnaie locale, mais qui est entièrement adossée à des réserves en dollars américains, à 100%, et qui s'échange à un taux fixe avec le dollar. Dans ces cas-là, la monnaie locale n'est qu'un clone du dollar américain. C'est ce qu'ils font à Hong Kong. Depuis 1983, le dollar de Hong Kong est un clone du dollar américain. 7,8 dollars de Hong Kong pour un dollar américain. Et ces dollars de Hong Kong sont garantis à 100% par des réserves en dollars américains. Donc on sait que c'est un clone crédible. On sait qu'on obtiendra des dollars américains si on remet 7,8 dollars de Hong Kong à l'autorité monétaire de Hong Kong. Voilà donc les deux façons d'élargir l'usage du dollar américain. Besson reprend un peu, d'une certaine manière, ce que je conseille en coulisses comme stratégie. Ils n'ont pas encore, pour être clair, pris de décision sur une stratégie. Il n'y a pas de stratégie cohérente pour l'instant, mais je recommande qu'ils en adoptent une. Merci. Merci, Steve, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Eh bien, c'est un vrai plaisir d'être avec toi, Nima. Passe un excellent week-end. Merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt, Steve. D'accord, à bientôt. À bientôt.